Alors, un grand merci à Francesco et à toute son équipe pour l'organisation de cette soirée, puisque c'est une première, n'est-ce pas? Avant le Covid, l'ASBL, les Amis des bibliothèques de Lumons, avait commencé à organiser à chacune de ces AG une conférence en lien avec les collections des bibliothèques. Mais maintenant, après le Covid, et maintenant que nous avons ce merveilleux bâtiment, ces installations extraordinaires, eh bien, nous avons un peu changé de formule. Enfin, l'ASBL continue à avoir pour mission de contribuer à la conservation, la visibilisation des fonds précieux de nos bibliothèques. Et donc maintenant, nous inaugurons un cycle de conférences et nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir Bertrand Federinov ici parmi nous. Et donc, de quoi va-t-il parler? Donc ça, c'est déjà écrit, ça me facilite la tâche, l'art d'imprimer à Mons au XVIIIe siècle. Et puis j'ai quand même noté sur mon petit papier toute une série de choses qui se trouvent dans son énorme CV. Hein, Bertrand Federinov, il est docteur depuis pas très longtemps finalement, hein, en histoire, art et archéologie de l'université de Saint-Louis, avec un sujet qui ressemble un peu, hein, au titre de sa conférence aujourd'hui, aventure typographique à Mons en Hainaut, autrichien de 1725 à 1786. Et donc, évidemment, ici, nous avons certainement le nec plus ultra de la thèse qu'il va nous présenter. Sa fonction, il est conservateur et il est chef de service de la bibliothèque documentaire du Musée royal de Marimont, où il travaille depuis 2004. Hein, c'est bien ça, j'ai bien noté. Alors, ces publications, bon, il y a vraiment toute une série, et j'ai relevé dans ces publications quelques titres qui sont très intéressants. Bon, d'abord la dernière, enfin souvent ce sont des publications liées à des expositions. Enfin, celle qui m'a paru la plus surprenante, c'est celle de 2016 de Stargate aux comics, les dieux égyptiens dans la culture geek. Hein, donc ça, c'était très amusant de trouver ça dans un CV apparemment très sérieux. Et puis sinon, nous avons des contrefaçons à Mons, à Marimont, 4 siècles d'imprimerie à Mons. Le crowdfunding aussi, en 2018, l'expérience du crowdfunding au Musée royal de Marimont. Enfin bon, tout ça c'est pour vous dire qu'il faudra qu'on le réinvite, hein, ça c'est sûr. Hein. L'apologie du thé en 2009, Binche en 1554 avec un premier volume de correspondance de Marie de Hongrie. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres volumes par lecteurs? Oui, mais les autres, il y a d'autres volumes? D'accord, ok. Ok. Et bon, souvent, certaines de ces publications sont réalisées en collaboration avec Gilles Dauquier et Jean-Marie Cauchy, que nous connaissons bien à Mons. La dernière en date, c'était sur Franz Cumont et les archives, mais ça c'était à Rome. Rome. Bon. Voilà. Donc, changement de climat. D'accord. Voilà, bien on va vous écouter sur l'art d'imprimer à Mons au XVIIIe siècle. Merci beaucoup. Je vous passe le micro. Alors, je ne sais pas si je dois parler dans le micro, parce que je peux parler fort. Ah oui, d'accord. Ça fait très présentateur télé avec le fauteuil, c'est quelque peu déstabilisant, mais bon, voilà, on est bien à l'aise. Je mets comme ceci, c'est bien ? Oui. Bien, Madame Gravé, merci beaucoup pour cette belle introduction et ce chaleureux accueil dans mon salon, dans votre salon, pour passer cette petite soirée ensemble autour de Mons et de son passé typographique. Mais ce que je vous propose ce soir, c'est vraiment de nous inscrire dans une approche originale de l'imprimerie à Mons au XVIIIe siècle, en empruntant comme fil conducteur, non pas la méthodologie traditionnelle de la recherche scientifique et de ses résultats, mais bien en plaçant au centre du discours l'objet, le document
qui a servi à le construire. J'ai organisé mon propos comme une invitation au voyage à travers les collections de la Bibliothèque universitaire de Mons. Bien entendu, il ne sera pas question de dresser ici un inventaire exhaustif, mais bien de nous intéresser à des ensembles ou à des pièces remarquables dont le pendant ne se retrouve pas, ou dans une moindre mesure, ailleurs. Tout en pointant l'intérêt scientifique, bien sûr, que ces pièces ont eu dans la construction de ma synthèse doctorale. Alors néanmoins, avant de nous lancer à la découverte des richesses de la bibliothèque de Mons, il est essentiel que je vous expose en quelques minutes les axes principaux développés dans la thèse que j'ai consacrée aux imprimeurs montois au XVIIIe siècle. Alors je me suis tout d'abord attaché au profil des principaux acteurs et de leur réseau. Je n'avais pas l'intention de m'intéresser à toutes les personnes concernées d'une manière ou d'une autre à l'imprimé et à sa diffusion, mais bien à mettre l'accent sur les maîtres typographes et les grands libraires ayant endossé des responsabilités éditoriales, c'est-à-dire principalement, et je prends ce petit machin-là, hop, les familles Havart, Migeot, Varret, Beny, Wilmé, Bottin, Oyois et Plomb. Alors le petit tableau que vous voyez apparaître ici derrière moi reprend en fait tous les imprimeurs et tous les libraires, les maîtres imprimeurs qui ont exercé à Mons entre 1725 et 1786 dans une diachronie qui vous permet un peu de vous situer lorsque vous entendrez tel ou tel patronyme. Alors, dans ma recherche, il était hors de question de me contenter de jalons biographiques décontextualisés, mais bien de découvrir les stratégies qui étaient au cœur de l'action dans chaque établissement considéré. Celles-ci étaient changeantes d'un atelier à l'autre, et de leur équilibre dépendait la réussite des affaires. Ainsi, les politiques matrimoniales, la composition et l'organisation des rôles au sein du foyer sont autant de leviers sur lesquels je me suis attardé. En outre, un phénomène particulier à la situation montoise, à savoir la redistribution inédite des cartes consécutives de la fermeture des ateliers typographiques actifs avant 1725, avait redéfini le marché et offert des opportunités inédites, aussi bien auprès des régnicoles que des étrangers. Ces nouveaux venus, de Rouen pour les Varret et de Liège pour les Wilmé et les Bottin, ont usé de moyens propres pour s'intégrer dans le tissu social urbain, mais aussi pour assurer le financement de leur installation. Ensuite, j'ai examiné les orientations professionnelles suivies et les moyens auxquels ils ont eu recours pour se forger une identité propre et se démarquer dans une ville où le métier était soumis à une pression concurrentielle grandissante. En effet, contrairement à la situation française, le nombre d'ateliers d'imprimerie n'était pas limité par des quotas. Dans un deuxième temps, je me suis concentré sur la réglementation qui organisait l'accès à la profession, le contrôle et la surveillance du monde de l'imprimé et les moyens légaux disponibles pour assurer la protection de certaines œuvres par le biais de monopoles. Diriger une imprimerie ne pouvait s'envisager sans répondre à une série de conditions, coulées dans la loi. Et je citerai plus précisément l'ordonnance du 25 juin 1729, qui est véritablement le texte de référence pendant tout le régime autrichien. Au terme d'une procédure plus ou moins longue, introduite au conseil privé, le candidat approuvé recevait des lettres patentes, l'autorisant officiellement à exercer son art. Alors je me suis penché sur les prescrits législatifs d'un point de vue juridique en soulignant les motivations du législateur avant de m'interroger sur la manière dont ils avaient concrètement été appliqués à Mons. Une fois installé, le maître typographe n'était pas pour autant entièrement libre de ses actions, car il devait composer avec la censure préventive au moment de la préparation d'un nouvel imprimé et répressive, touchant à la diffusion d'un fonds d'assortiment.
Ici encore, la loi définissait les catégories concernées et avait dressé le schéma général de la procédure, tout en laissant une place importante à l'interprétation. La pratique en avait été fort impactée, selon une tendance visant à desserrer la bride, tout en canalisant de plus en plus l'influence jusqu'alors écrasante des censeurs ecclésiastiques, au profit de leur homologue civil après le décès de la gouvernante générale Marie-Élisabeth. La situation montoise présentait des particularités, en comptant jusqu'en 1768 non pas un, mais deux censeurs civils, l'avocat fiscal de Hainaut et le magistrat de la ville de Mons, entraînant d'inévitables conflits de compétences et de confusion auprès des acteurs concernés. La procédure, parfois longue, était un frein au dynamisme des affaires. Dès lors, les imprimeurs avaient cherché des moyens, parfois en marge de la légalité, pour contourner la lourdeur administrative sans pour autant franchir le pas de la littérature prohibée. L'engagement de capitaux importants dans l'édition d'un livre dont le retour sur l'investissement devait s'étaler sur la durée avait convaincu certains à solliciter un privilège protégeant leur travail pendant une période déterminée et couvrant une zone géographique circonscrite à la juridiction émettrice du privilège. Toutefois, la démarche financièrement lourde avait été dédaignée à Mons. En revanche, l'obtention des grâces d'une institution installée en ville telle le Conseil souverain de Hainaut, les États de Hainaut et le magistrat de la ville de Mons était recherchée et participait aux stratégies économiques des ateliers désignés. Néanmoins, les processus de sélection des prestataires, la nature des liens définissant leurs relations, les droits et les devoirs de chacune des parties trop souvent considérés comme des évidences ont été entièrement repensés à la lumière de nouvelles sources. Enfin, je me suis concentré sur la production imprimée. Pour l'envisager, j'ai tout d'abord tenté de pénétrer dans les ateliers des imprimeurs et d'en restituer les équipements. Je me suis aussi intéressé à la périlleuse question du personnel d'atelier, lui-même en corrélation avec le nombre de presses disponibles et le nombre de labeurs en chantier. Mener à bien cette recherche a nécessité un élargissement de ma méthodologie, en associant à la démarche historique, s'appuyant sur les sources écrites traditionnelles presque inexistantes relativement à cet aspect, à celle de l'archéologie, fondée sur une approche matérielle des imprimés eux-mêmes. Les relevés systématiques des bois, des cuivres, des fontes, des marques et contre-marques des papiers, à partir des pages imprimées, m'a permis de cerner les rapports entre les ateliers et la modernité, la provenance du mobilier, la fréquence de son renouvellement et les pratiques propres à un établissement. Une fois la question de l'équipement mieux appréhendée, je me suis interrogé sur les motivations à l'origine d'un imprimé. Si le maître imprimeur pouvait endosser seul la responsabilité éditoriale d'un projet, en pouvant parfois compter sur une aide financière extérieure, sous la forme de gratification ou d'une avance sur les bénéfices par le biais de souscription, il arrivait qu'il partage la responsabilité éditoriale, les coûts et la distribution des tâches avec des confrères installés aussi bien à l'intérieur qu'en dehors de la ville de Mons. Aussi, les collaborations avec des particuliers, lorsqu'elles étaient susceptibles de lui apporter un certain avantage, n'étaient pas non plus à exclure. Puis, j'ai également considéré la pratique non moins importante des commandes entièrement assumées par un tiers. J'ai terminé mon parcours en posant un regard sur la production montoise en elle-même. Mon intention n'était pas d'entrer dans les matières traitées, cette optique nécessitant à elle seule une approche multidisciplinaire, mais bien d'en saisir les caractéristiques matérielles et les lignes de force. Venons-en maintenant à la bibliothèque centrale de l'Université de Mons. Car pour aborder les différents aspects sommairement résumés dans le plan général que je viens de vous dresser, des recherches approfondies dans les dépôts d'archives et les bibliothèques ont été évidemment indispensables.
Comme tout historien du Hainaut ancien, j'étais confronté aux séquelles laissées par le bombardement de l'aviation allemande sur les archives de l'État à Mons en mai 1940. Archives qui se trouvaient d'ailleurs, à l'époque, dans le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui. Des fonds entiers, auxquels les chercheurs font systématiquement appel dans des études similaires à la mienne, relativement à d'autres villes, n'existent plus pour Mons. Je pense notamment aux contrats de mariage, aux inventaires de succession, aux procès, aux archives de greffes scabinales, et j'en passe. Je ne cite ici que les plus évidents. Pour contourner la difficulté, il n'y avait pas d'autre moyen que de procéder à des dépouillements étendus dans de nombreux fonds d'archives, à la recherche de traces laissées par les imprimeurs de Mons et leur réseau. Une démarche longue, très longue, mais qui, malgré certaines pistes infructueuses, a apporté son lot de satisfaction et la mise au jour d'informations inédites et pertinentes pour combler les vides, autant que possible. Mes enquêtes m'ont conduit dans de nombreuses institutions patrimoniales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Parmi elles, la Bibliothèque centrale de l'Université de Mons occupe une place à part, tant ses collections se sont avérées riches pour notre propos. C'est en 2017, essentiellement, que j'ai fréquenté avec assiduité la Bibliothèque centrale de Mons, qui est installée depuis le début du XIXe siècle dans l'ancien collège des Jésuites à la rue Marguerite-Bervoets. J'y ai reçu un accueil très chaleureux de la part de l'ensemble du personnel. Ils ont été enthousiasmés par l'objet de mes recherches et ont tout fait pour m'aider. Pourtant, l'ampleur de mes demandes de consultation aurait pu en effrayer plus d'un, car ce sont des centaines de documents que je m'apprêtais à dépouiller, décortiquer et analyser. Je vais aborder ce parcours en 3 étapes. La première nous plongera dans les archives et les manuscrits. La deuxième, la plus importante quantitativement, dans la production imprimée. Et la troisième, dans l'objet. Les archives et les manuscrits qui m'ont été utiles se répartissent entre 2 fonds distincts. Le premier est le fonds d'archives réuni par le chanoine Edmond Puissant, légué à la ville de Mons en 1934. Quant au second, il s'agit du fonds historique dont l'inventaire dressé par Paul et Germaine Feder a été publié en 1931. Le nom du chanoine Puissant reviendra plus d'une fois au cours de mon intervention. De fait, la bibliothèque dont il était le propriétaire à la fin de sa vie renfermait une foule de documents dont l'intérêt pour la recherche scientifique est de tout premier ordre. La bibliothèque du chanoine a été transférée du musée Chanoine Puissant, l'ancien refuge de l'abbaye de Guilanguien, dont les amoureux d'histoire et d'art attendent désespérément la réouverture depuis une vingtaine d'années, vers la bibliothèque publique de Mons en 1961, grâce à l'impulsion de Christiane Pierrard, avant de passer 5 ans plus tard dans celle de l'université. Les intentions de la conservatrice étaient louables et avant tout dictées par un souci de préservation. Grâce à elle, ce bout de patrimoine, fragile par la nature même de ses supports, a pu non seulement être conservé dans des conditions mieux appropriées, mais aussi rendu plus facilement accessible aux chercheurs. Le chanoine, malgré son sens inné pour dénicher du patrimoine à sauver, n'avait pas eu l'opportunité de récupérer des archives d'atelier, laissées par les anciens typographes et libraires de Mons. Cette idée était loin d'être inenvisageable, car des mentions citées dans des notices et articles imprimés de son vivant par des érudits locaux confirment que certaines d'entre elles existaient toujours à son époque. Ainsi en va-t-il d'un lot d'archives et de manuscrits ayant appartenu à Henri-Joseph Oyois, imprimeur libraire entre 1773 et 1782, toujours présente chez son petit-fils Emmanuel Oyois, peu avant sa disparition en 1887. Ou encore, le registre de commerce des libraires Migeot, couvrant la période allant de 1666 à 1727 et dont la dernière mention connue remonte à 1894. Ce document en particulier était d'autant plus susceptible d'aboutir entre les mains d'Edmond Puissant qu'il était parvenu, Edmond Puissant, à retrouver et à sauver des papiers privés très utiles à la compréhension du réseau familial de cette dynastie Migeot.
En effet, il existe dans le fonds d'archives portant son nom une épaisse liasse de documents couvrant une période étalée sur une petite centaine d'années, de la seconde moitié du XVIIe siècle à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les plus anciens remontent à l'époque de Gaspard Ier Migeot, huissier auprès de la cour souveraine de Hainaut, mais aussi libraire et éditeur. Son nom est d'ailleurs resté célèbre dans l'histoire internationale du livre pour avoir édité en 1667 le fameux Nouveau Testament dit de Mons. On découvre dans cette liasse, ici vous voyez, des sonnets qui ont été imprimés et composés en 1675 en l'honneur d'Adrienne Migeot, une des sœurs de Gaspard Ier, à l'occasion de son entrée au couvent des Capucines sous le nom de sœur Marie Waudru de Mons. On y trouve aussi, c'est le texte qui est à côté, un texte en vers français manuscrit, conservé en 2 copies, titré « La pantoufle préférée aux autres meubles jubiliaires », offert à Jacques-Charles Migeot, un des 3 fils survivants de Gaspard Ier Migeot et de Marguerite Lenoir, texte qui avait été rédigé pour fêter le jubilé des 50 ans de son entrée à l'abbaye du Val des Écoliers à Mons, en 1751. Les activités commerciales du libraire, quant à elles, sont évoquées par le biais de plusieurs factures acquittées, détaillant des commandes de fournitures de bureaux et de quelques livres à l'usage de l'administration de la dépositaire de Hainaut et de la cour souveraine de Hainaut. Les pièces comptables, datées entre 1696 et 1709, vous voyez ici d'ailleurs une facture de Gaspard Migeot 1696, et là la plus récente conservée dans le dossier puissant, qui couvre la période du mois de janvier à juillet 1709 pour des commandes auprès de greffiers de la cour souveraine. Alors, cette documentation, même si elle est lacunaire, se révèle toutefois importante dans l'appréhension des stratégies du commerce des Migeot pendant la période transitoire qui s'était ouverte à la mort de Gaspard Ier, survenue en 1703. Bien qu'officiellement passé entre les mains de sa veuve Marguerite Lenoir, ce sont, dans les faits, ses fils Charles Ignace, né en 1666, et Martin François, connu sous le nom de Gaspard II, né en 1674, qui en avaient pris la direction. Gaspard II avait été secondé par son frère aîné jusqu'en 1719 ou 1720. Diplômé en droit, Charles Ignace avait obtenu la survivance de la charge de huissier de son père, Gaspard Ier. Quant à Gaspard II, il faut suivre, il avait hérité du commerce de librairie auquel une presse typographique, celle de l'imprimeur montois Ernest de la Roche, avait été adjointe en 1705, en même temps que le fonds de librairie dudit de la Roche. Pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, car cela m'éloignerait trop de mon propos, elle n'a joué cependant qu'un rôle marginal, cette presse, dans la politique de l'établissement. En effet, c'est surtout la librairie et l'édition qui seront développées dans le commerce de Migeot. Mais revenons aux pièces comptables. Ces documents, mis en contexte avec d'autres pièces d'archives que j'ai retrouvées ailleurs qu'à la bibliothèque de Mons, donnent des indications concrètes et objectives sur l'engagement de Charles Ignace dans la transition. Son implication, active dans la gestion d'une partie des affaires, peuvent être déduites grâce à l'étude graphologique des pièces comptables et épistolaires ainsi retrouvées. D'ailleurs, croyez-moi sur parole, ici vous avez l'écriture de Gaspard Ier, là vous avez l'écriture de Charles Ignace et la signature ici en dessous de Gaspard II. Donc comme ça on a les différents types de graphies que l'on identifie clairement une fois qu'on les a identifiés. Alors, Gaspard II avait conclu une alliance matrimoniale avec Jeanne-Marie Vleugart,
issu d'une famille d'imprimeurs bruxellois déjà en relation commerciale avec Gaspard Ier. Celle-ci s'était poursuivie et Gaspard II lui avait confié l'impression de plusieurs ouvrages dont il assumait la responsabilité éditoriale. Les 2 enfants survivants issus de leur union, un garçon, Gaspard Léopold, et une fille, Jeanne Marguerite, ont été poussés par leur père vers une destinée en dehors du monde de la librairie et de l'édition, à savoir le barreau pour l'un et femme de médecin pour l'autre, condition considérée comme supérieure à la sienne. En agissant ainsi, il avait de facto entraîné la disparition de la librairie Migeot. Cette liquidation programmée, la carrière de Léopold Migeot et l'importance de ses possessions immobilières héritées de son père sont autant d'aspects que les papiers contenus dans le dossier d'archives du Fonds Puissant permettent d'aborder concrètement. Ainsi, nous y apprenons qu'après avoir étudié au Collège des Jésuites de Mons, son père l'avait inscrit en 1735 à l'université. Vous voyez d'ailleurs ici sur la dia à gauche un document issu du Collège des Jésuites et qui retrace finalement le parcours de Léopold au sein du collège, et à droite un document éphémère qui était imprimé à l'occasion de l'obtention de la licence en droit de Léopold Migeot. Léopold Migeot qui obtient son diplôme le 27 juillet 1740. Sa licence, une fois obtenue, il est entré en apprentissage chez l'avocat Sénoc pendant environ 2 ans et demi, avant d'être admis avocat postulant au Conseil souverain de Hainaut le 29 octobre 1743. Toutes ces dates et tous ces détails, je vous les donne parce que je les ai découverts dans le fonds d'archives qui se trouve à la bibliothèque de Mons. Quelques mois après, le 6 avril 1745, il était nommé avocat de cour. Son parcours s'est poursuivi avec son entrée au Conseil de la ville de Mons le 26 juin 1750. Des documents auxquels j'ai eu accès par ailleurs laissent clairement apparaître que Léopold a aidé son père dès après le décès de sa mère survenu en 1734 dans la gestion de ses affaires et particulièrement dans le suivi de la correspondance d'affaires et de la comptabilité. Ce soutien n'a d'ailleurs eu de cesse de se renforcer avec la dégradation de l'état de santé de son père jusqu'à sa mort survenue en 1757. Il avait donc conjugué jusque-là les métiers de libraire et de juriste. Cette double activité était d'autant plus facilitée par le fait que, toujours célibataire à l'époque de Gaspard II, ils partageaient ensemble le même logis. La carrière de Gaspard Léopold, résolument tournée vers la justice et la magistrature urbaine, et je signale au passage qu'entre 1775 et 1783, il a exercé la charge d'échevin commis à l'inspection des rues et à la recette du papier timbré, pour votre bonne information. Et donc, cette carrière ne le destinait pas à reprendre le flambeau par rapport à la librairie. Il a donc cherché à trouver un repreneur pour les fonds de la librairie en la personne d'Henri Bottin, maître imprimeur à Mons entre 1747 et 1783. Malgré sa fortune personnelle, Gaspard II Migeot n'avait pas investi outre mesure. Ça, c'est le document qui est lié à l'entrée de Migeot au Conseil souverain que j'aurais dû vous montrer plus tôt, mais vous le voyez maintenant. Et voilà maintenant ce que je veux vous montrer. Pour vous expliquer que donc Gaspard Migeot n'avait pas investi outre mesure dans l'immobilier. Le dossier consacré à la bibliothèque de l'Université de Mons permet de suivre avec moult détails la destinée de sa résidence principale depuis son acquisition par Gaspard Ier jusqu'à sa vente par Léopold. La bâtisse, où les Migeot tenaient également boutique depuis 1673, se situait dans la rue des Clercs, vis-à-vis de la Croix. Acquise le 7 mars 1667, elle a été proposée en vente publique le 17 octobre 1757. Le document que vous voyez à gauche, qui est conservé uniquement dans sa partie supérieure, concerne les transactions de Gaspard Ier Migeot dans les années 1660, et celui qui se trouve à droite est le compte-rendu en fait de la vente publique de cette maison après le décès de Gaspard II.
Alors la mise à prix de la maison était fixée à 210 livres argent fort de Hainaut, payable annuellement aux héritiers Migeot jusqu'à rachat du capital au denier 24. Vous voyez toutes les informations détaillées qu'on trouve là-dedans et qui ravit évidemment le chercheur. La vente n'a pas, malheureusement pour lui, suscité d'enthousiasme particulier et s'est conclue en faveur d'un certain Joseph Mailleux pour 211 livres argent fort de Hainaut. La liquidation du patrimoine de Gaspard II, époque à laquelle Léopold a certainement dressé plusieurs crayons généalogiques, dont en voici un, est marquée par une croix la position de Léopold dans l'arbre que vous voyez et que vous découvrez ici. Cet héritage s'est fait à part égale entre les deux héritiers, à savoir Gaspard Léopold bien entendu, mais aussi Nicolas François-Joseph Éloi, au titre de son épouse Jeanne-Marguerite Migeot. En effet, le 13 juin 1741, le jeune médecin montois se mariait avec la fille survivante de Gaspard II. Grâce à cette union, Gaspard II espérait favoriser l'élévation sociale de sa fille et de ses descendants. Et il ne s'était pas trompé, car Éloi a une carrière ascensionnelle exemplaire qui, de médecin pensionnaire de la ville de Mons, en passant par la fonction de médecin consultant, puis conseiller médecin ordinaire de la princesse Anne-Charlotte de Lorraine, l'a conduit jusqu'à la cour de Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens. Parallèlement, ses publications scientifiques lui ont valu la reconnaissance de l'État et des sociétés savantes belgiques et étrangères. Les deux beaux-frères, Éloi et Migeot, sont tous deux passés de vie à trépas en 1788. Léopold n'avait pas d'héritier direct, et ses biens ont donc très certainement été confiés à ses neveux Éloi. Le dossier d'archives du Fonds Puissant est en lui-même un indice par rapport à cette transmission, car en effet, il contient de nombreuses pièces ayant appartenu en propre aux médecins montois. Or, il serait étonnant que l'origine de ce panachage résulte d'une action volontaire de la part du chanoine puissant. Ceci étant, les archives relatives à Éloi se sont également révélées très utiles à la compréhension de plusieurs aspects de l'art typographique à Mons. En effet, elles recèlent de la correspondance en lien avec la préparation et la diffusion de plusieurs écrits du médecin, dont son opus magnum, le célèbre dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne. On y trouve à ce propos, et c'est ce que vous voyez à l'écran, une des deux copies manuscrites authentiques du contrat que l'auteur, Éloi, avait signé avec son imprimeur montois, Henri-Joseph Oyois, le 17 octobre 1776. Les conditions et les devoirs de chacun des signataires y sont explicités, ce qui permet d'approcher les implications d'une négociation commerciale particulière entre un imprimeur et son client. Oh, je vais trop vite. Mais passons au fond des manuscrits anciens inventoriés par Paul et Germaine Feder en 1931. Il a été l'occasion de mettre au jour une série de documents imprimés de circonstances et d'éphémères sur lesquels je reviendrai ultérieurement. J'y ai aussi glané quelques détails pertinents dans un manuscrit ou l'autre, et notamment des chroniques de la ville de Mons laissées par des contemporains. Mais je voudrais surtout insister ici sur deux types de documents particulièrement précieux. Maintenant, je peux vous le dévoiler. Le premier, que vous voyez ici en deux exemplaires, est étroitement lié à un des aspects de la stratégie commerciale adoptée par l'imprimeur libraire Pierre-Jean-Joseph Plomb. Fils de l'arpenteur juré Jacques-Joseph, Pierre-Jean-Joseph, accrochez-vous avec les Jean-Joseph, a connu une carrière très mouvementée et ponctuée de projets plus ou moins ambitieux et plus ou moins couronnés de succès. Contraint dans un premier temps à installer sa boutique à Ath, il revient dans sa cité natale, Mons, dès 1746, profitant de la prise de la ville par les troupes du roi de France Louis XV pendant la guerre de succession d'Autriche. L'occupation française a été salutaire pour ses affaires et sa prospérité. Malheureusement pour lui, le retour des Autrichiens dès 1749, même s'il n'a pas remis en cause son installation à Mons, a mis un terme à sa période faste.
jusqu'à la cessation de ses activités en 1778. Il n'aura de cesse de chercher de nouveaux débouchés, sans pour autant se risquer dans des entreprises hasardeuses. 2 témoignages exceptionnels, conservés dans le fond ancien des manuscrits de Mons, résultent de la mise en pratique d'un de ses créneaux originaux. Il est en revanche malaisé de mesurer concrètement l'impact qu'il a produit dans son plan stratégique global, mais Plomb visait clairement un marché de niche capable de financer l'acquisition de livres luxueux. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de 2 antiphonaires exécutés au pochoir et rehaussés à l'aquarelle. Ils sont datés respectivement de 1772 et 1773 et avaient été commandés par des institutions religieuses dont l'une est clairement identifiée comme étant l'oratoire de Mons. Je pointerai ensuite 3 manuscrits dont le contenu a donné lieu à une impression à Mons. On y distingue tout d'abord la dernière version du manuscrit autographe de la première édition de l'Histoire admirable de Notre-Dame de Ouham de l'historien montois Gilles-Joseph de Boussus. La version imprimée est sortie en 1735 de la presse de Michel Varret, maître imprimeur entre 1735 et 1743. Comme l'exigeait la législation en matière de contrôle préalable des imprimés, le manuscrit a été soumis à la censure, à l'intention du censeur ecclésiastique, qui était à l'époque le doyen de chrétienté Nicolas Anceau, qui avait exercé cette charge entre 1724 et 1737. Son approbation, que vous voyez ici à droite, est autographe, donc est de la main du censeur. Elle apparaît sur la 4e page du manuscrit, entre la dédicace des confrères de Notre-Dame de Ouham à l'abbé de Saint-Guilain et le début de l'histoire proprement dite. Les ratures et modifications visibles à travers les pages du manuscrit ne résultent pas, dans ce cas spécifique, d'une intervention du censeur. De fait, il s'agissait de corrections qui avaient été directement introduites par l'auteur avant même qu'il ne soit confié au doyen de chrétienté. La comparaison du manuscrit avec un exemplaire imprimé est loin d'être inintéressante. Elle permet d'éclairer dans une certaine mesure le travail de correction et de relecture organisé cette fois au sein même de l'atelier typographique. En effet, les normes qui étaient en usage dans la composition, la mise en page et la mise en texte étaient adoptées même si elles ne suivaient pas celles de l'auteur. Ainsi, des modifications de la ponctuation et de l'orthographe de certains mots apparaissent eu égard à cette logique. Vous en voyez d'ailleurs que j'ai pointé ici sur un exemple concret. Souligné en bleu, vous avez des modifications par rapport à la ponctuation et à certains termes orthographiques et l'ajout de l'ornementation typographique qui construit en fait toute la mise en texte et la mise en page du document. Et vous avez donc le pendant dans le manuscrit et dans la version imprimée. D'ailleurs, pour revenir à la construction des titres aux moyens de police de caractères de corps différents que vous voyez ici, l'ajout de l'ornementation, lettrines, bandeaux, vignettes, la conversion des passages soulignés par le recours à une police italique, la mise en relief de certains noms ou de certaines citations jugées importantes par l'emploi de grandes capitales, voici un exemple, sont autant d'interventions certes insignifiantes quant au contenu, mais dont l'influence sur la réception du texte par le lecteur était inévitable. Il est à souligner aussi que Gilles-Joseph de Boussus et les Varret n'étaient pas des étrangers les uns pour les autres. Ils entretenaient effectivement des rapports réguliers depuis plusieurs années et une confiance mutuelle s'était installée entre eux. On en trouve des témoignages dans le manuscrit lui-même, quand l'auteur laisse le soin à Michel Varret de compléter la composition de passages à reproduire à partir d'une autre source sous sa propre responsabilité. C'est le cas à 2 reprises, vous en voyez une à l'écran. Celle qui est à l'écran concerne les indulgences accordées par le pape Innocent XIII le 22 mai 1721 et où vous voyez d'ailleurs clairement
là à gauche, 3 petits points. Les 3 petits points correspondent à tout ce qui est encadré en rouge sur l'édition imprimée. Donc c'est quand même une partie importante de l'impression qui est déléguée par l'auteur à l'imprimeur qui devait posséder une autre copie du texte. Et on trouve à un deuxième endroit des éléments qui complètent l'information avec les offices, les litanies et les oraisons qui, comme l'indique Boussu-Avaret dans une note marginale, et je cite de Boussu, « Toutes ces prières sont dans l'ange conducteur ». Donc, vous les retrouverez facilement. Enfin, Michel Varret a harmonisé d'autorité l'adresse bibliographique, matière qui le concernait d'ailleurs directement, en ajoutant ses qualités d'imprimeur des États de Hainaut et du magistrat de la ville de Mons, ainsi que l'adresse de son commerce située dans la rue d'Avré. Après avoir récupéré son manuscrit et un exemplaire du tirage, Gilles-Joseph de Boussu a ajouté une note sur la page 24 pour y préciser que l'impression définitive comptait 3,5 feuilles. L'information que j'ai vérifiée concorde parfaitement. Elle contient en effet 56 pages in octavo imprimées sur 3 feuilles de 8 folios signées A à C et une demi-feuille de 4 folios signée D. Un deuxième manuscrit, qui, contrairement à celui de Gilles-Joseph de Boussu, n'est pas le dernier état confié à l'imprimeur, est conservé à la bibliothèque de l'Université de Mons. De fait, des modifications et des ajouts significatifs distinguent la version imprimée du manuscrit, bien que ce dernier se présente déjà dans une forme presque aboutie. En outre, l'approbation manuscrite du doyen de chrétienté Philippe-Joseph Dumont, le censeur ecclésiastique, et de l'avocat fiscal, le censeur civil, ne figure sur aucun des folios du manuscrit, ce qui renforce cette hypothèse. Le manuscrit était-il pour autant dénué d'intérêt pour mon propos? Répondre par la négative vous étonnerait très certainement, et vous avez entièrement raison. En réalité, mon attention s'est essentiellement tournée vers l'adresse bibliographique. À l'origine, ce cours élémentaire des accouchements distribué en 40 leçons, c'est son titre, était une commande des États de Hainaut pour servir de manuel d'instruction dans le cadre du plan d'action qu'ils avaient dressé dès 1774 pour former les personnes habilitées à pratiquer les accouchements en organisant des cours gratuits d'obstétrique dans 4 villes du comté de Hainaut, à savoir Mons, Ath, Beaumont et Leuze. Pour composer le manuel, il s'était tourné vers le chirurgien montois Henri-Joseph Capiaumont, ancien élève du professeur français Jean-Louis Baudeloc. Or, les États agissant en véritable éditeur et porteur du projet, Capiaumont en avait déduit que son manuscrit définitif serait confié aux bons soins de Léopold Varret, qui depuis 1743 était l'imprimeur officiel des États de Hainaut, comme il l'indique dans l'adresse bibliographique manuscrite, ici à gauche. Pourtant, c'est bel et bien l'imprimeur libraire montois Henri-Joseph Oyois qui a finalement obtenu le marché. Ce constat ajoute un argument supplémentaire à la faveur de la démonstration que j'ai construite autour de la notion même de monopole accordée aux imprimeurs, attachés publiquement à des institutions. Dans le cas des États de Hainaut, la nature du monopole est à nuancer, car il ne touche que les ordonnances et les lettres circulaires des 3 corps réunis. Quant aux projets soutenus en dehors de ce schéma, de même que les documents commandés par la noblesse, le clergé et le tiers, à titre individuel, ils en étaient exclus. Le manuel de Capiaumont tombait donc en marge du monopole et a donc pu être attribué aux soins d'un imprimeur tiers, en l'occurrence Henri-Joseph Oyois. L'entreprise a été couronnée de succès et 2 éditions montoises sont tirées chez Oyois en 1775 et 1782. Il y a même eu, et c'est ce que vous voyez ici, ce n'est pas ce que vous voyez ici, je reviens à ça tout à l'heure. En outre, en plus des 2 éditions de 75 et de 82, il y a eu une émission courtrésienne de l'impression montoise et une traduction flamande imprimée à Bruges et à Gand, et dont un exemplaire est d'ailleurs conservé à la bibliothèque de Mons.
Mais je n'y insisterai pas davantage et reviens un bref instant sur une particularité de la première édition de 1775, car elle a donné lieu, et c'est ça que vous voyez ici, à 2 États traduisant une volonté de produire un tirage plus luxueux à destination des États eux-mêmes et de leur réseau. En effet, ne possédant pas de bois aux armes des États, Henri Oyoa avait imprimé un tirage en recourant au bois présent dans son atelier, c'est ce que vous voyez à gauche. Et un second, où le bois servant de vignette au titre et de bandeau en tête de la première leçon, ont été substitués par des cuivres de très belle facture aux armes des 10 États de Hainaut. Avec, vous le voyez également en dessous, une réorganisation des espaces typographiques pour permettre l'intégration du cuivre qui ne prenait pas les mêmes, qui n'avait pas les mêmes dimensions que les bois utilisés par Oyoa. Enfin, un 3e et dernier manuscrit a été repéré dans un dossier regroupant des papiers personnels ayant appartenu à l'abbé Louis de Lobel, qui avait été professeur en classe de poésie au collège de Houdain entre 1772 et 1785. Parmi les attributions de sa charge, il avait le devoir de rédiger des pièces de littérature circonstancielle pour des événements réguliers, telle la cérémonie de renouvellement de la magistrature urbaine ou les festivités organisées lors de la remise des prix aux élèves en fin d'année scolaire, ou de manière ponctuelle, en lien avec une actualité comme l'accueil de hauts dignitaires ou de personnalités à Mons. Un des manuscrits découverts dans la chemise reprend les vers qu'il avait composés à l'occasion de la venue de l'archiduc Maximilien, le fils cadet de l'impératrice Marie-Thérèse, à Mons en 1774. C'est ce que vous voyez à l'écran. Donc vous voyez à l'écran tout à gauche le manuscrit et à droite la page de titre et au centre la première page de l'édition imprimée. Ils ont été imprimés séparément donc chez Henri-Joseph Oyoa et Léopold Varret. Mais ce qui interpelle surtout dans ces archives, c'est la présence d'autres textes pour lesquels il m'a été impossible de déterminer s'ils ont eu ou non l'honneur de la presse. En effet, les impressions montoises dont un exemplaire, au moins, est toujours conservé aujourd'hui, et celles dont la trace vous est parvenue par le biais de mentions anciennes, ne reflètent qu'un fragment d'une production dont l'ampleur réelle nous échappe encore et toujours. Je vous propose de passer, sans plus attendre, à l'axe suivant où je vais développer ce point particulier. Les impressions montoises occupent, vous l'aurez compris, une place centrale dans mon étude. Et la bibliothèque centrale de l'Université de Mons est sans conteste l'institution qui en possède la collection la plus importante. Mon objectif n'est pas de les parcourir une à une ce soir, sinon nous allons passer la nuit et plusieurs jours ensemble, mais bien de présenter un panorama de ce que le chercheur est susceptible d'y découvrir, tout en dégageant ses lignes de force. Un rapide bilan statistique des documents imprimés à Mons identifiés, aussi bien dans les fonds d'archives, les collections générales et les fonds spéciaux, je pense notamment aux fonds Puissant, Hublard, Putanier, de Fuisseau, etc., présentent des résultats qui sont loin d'être insignifiants. J'y ai recensé pas moins de 1080 impressions différentes, dont 417, soit près de 39%, sont à considérer jusqu'à la découverte hypothétique d'un autre exemplaire comme des unicats. Par ailleurs, en considérant certains titres présents en plusieurs exemplaires, cela porte le tout à un total de 1550 exemplaires. Ces chiffres sont appelés à évoluer, à la hausse, car je n'ai pas épuisé le potentiel de la bibliothèque. En effet, à l'époque où j'y ai effectué mes dépouillements, les travaux au couvent des Visitandines où nous nous trouvons étaient entrés en phase active, rendant difficilement accessibles aux bibliothécaires les livres qui avaient été déplacés dans leur nouvelle réserve. Cela concerne des références identifiées dans le fichier central, mais aussi et surtout une part significative de la bibliothèque du chanoine et de Montpuissant. Or, celle-ci, n'ayant pas encore donné lieu à une campagne de rétrocatalogage systématique,
elle réserve de belles surprises en perspective, comme le suggèrent les descriptions succinctes reprises dans l'inventaire dactylographié de sa succession dressé par Louis Greuze en 1934. Au-delà des textes véhiculés par les impressions montoises, elle présente des caractéristiques matérielles qui, une fois déchiffrées et comprises, nous permettent d'approcher au plus près des stratégies d'atelier. L'imprimeur exerçait un métier artisanal, nécessitant un savoir-faire technique, acquis au cours d'une formation de plusieurs années. Ses labeurs reflètent en quelque sorte ses ambitions, de par la nature et la qualité de son matériel et l'usage qu'il en faisait. Il témoigne de la position qu'il entendait occuper vis-à-vis de sa clientèle, mais aussi de la concurrence. De plus, le choix de ses papiers, la qualité et le format de ses tirages, la présence de plusieurs états et émissions, la formulation de son adresse bibliographique sont autant de critères révélateurs de ses intentions, mais aussi de ses collaborations avec des confrères ou des partenaires privés. Quant à la présence de paratextes englobant les mentions relatives à la censure préventive et de privilèges, comblant dans une certaine mesure les lacunes des archives, sans oublier la présence de dédicaces et autres avant-propos, elle permet de contextualiser et de comprendre l'investissement réel pris par le typographe dans l'édition de quelques textes. Toutefois, avant de lancer les processus d'analyse et d'obtenir les premiers résultats, il était impératif d'en établir le relevé le plus complet possible. En effet, la bibliographie montoise d'Hippolyte Roussel, que vous voyez ici à gauche, publiée en 1858, et son supplément par Léopold de Villers, que vous voyez à droite, publié en 1870, ne pouvaient être considérés comme un point de départ suffisant. Les notices, en plus d'être strictement bibliographiques, ils sont souvent imprécises, voire erronées. À titre d'exemple, vous avez ici à l'écran la notice pour l'histoire de la ville de Mons de Gilles-Joseph de Boussu, imprimée en 1725 chez Jean-Nicolas Varret. Enfin, la bibliographie montoise est très incomplète, car les deux érudits, Roussel et de Villers, s'étaient concentrés sur le livre imprimé en y incluant les pièces de circonstance compte tenu de leur intérêt pour la valorisation d'une littérature provinciale, mais en écartant, sauf à titre exceptionnel, les documents administratifs, législatifs et autres éphémères, biaisant ainsi inéluctablement notre compréhension de l'imprimerie montoise d'autrefois. Un autre obstacle auquel le chercheur d'aujourd'hui est confronté en recourant à la bibliographie montoise est le signalement de très nombreux exemplaires dans des collections privées. Or, depuis le XIXe siècle, l'information est périmée, car ces bibliothèques ont disparu et leurs contenus ont été dispersés. Tout cela considéré, je me suis donc investi dans la création d'un nouvel instrument de travail recensant les imprimés édités ou imprimés à Mons entre 1725 et 1786 sans en écarter aucun. Je ne l'ai plus pensé comme une bibliographie, mais comme un catalogue raisonné. À titre d'exemple, je vous montre la même notice de l'histoire de la ville de Mons tirée de mon catalogue. Donc vous voyez, les choses se présentent tout à fait autrement. C'est un peu flou, je le reconnais. Mais en gros, vous découvrez bien sûr tout ce qui concerne l'identité de l'ouvrage par la description codicologique du titre et de l'adresse bibliographique. Vous avez des informations concernant la collation avec le relevé de l'ensemble des cahiers par les signatures, donc des formats bibliographiques. Tout ce qui est information liée au paratexte, dédicace, permission, censure est relevé, avec situation de l'endroit où il se trouve dans le corps de l'ouvrage. Une information historique liée à l'ouvrage, s'il cela s'avérerait nécessaire, notamment ici, il y a une indication par rapport au cuivre qui illustre cette édition de l'histoire de la ville de Mons. Tous les filigranes des exemplaires que j'ai eus en main ont été relevés et sont précisés dans le catalogue. S'il y a des mentions de prix anciens
prix de vente de l'époque, prix de vente de libraire de l'époque, prix de vente dans des catalogues de vente publique anciens. Tout est relevé également. Les archives, les fonds d'archives qui auraient une information directement liée avec cette édition sont référencés. L'existence de manuscrits du texte imprimé, lorsqu'ils ont été retrouvés, est reprise également. La bibliographie la plus exhaustive possible liée à l'ouvrage est mentionnée. Et la présence de rééditions éventuelles également. Enfin, tous les exemplaires repérés, en distinguant ceux que j'ai concrètement consultés, ceux qui ont été numérisés et que j'ai vus uniquement via un substrat électronique en ligne, et ensuite toutes les mentions d'édition que j'ai repérées sur les catalogues de bibliothèques à travers le monde sont reprises dans la fiche catalographique. Donc vous voyez, on est là dans une toute autre philosophie que celle qui avait été adoptée au XIXe siècle. Alors, pour en revenir à notre propos. Alors, la nature des labeurs issus des presses typographiques montoises peut se répartir en 3 groupes principaux. Les livres, les occasionnels et les éphémères. Le premier, les livres, considère les monographies formées de plusieurs cahiers diffusés par les circuits traditionnels. Le deuxième adopte aussi la forme du codex, mais s'apparente plutôt au fascicule ou à la brochure. Les thématiques véhiculées y sont surtout circonstancielles, en lien avec des événements locaux ou régionaux. Quant à leur transmission, qu'elle le soit à titre gratuit ou non, elle s'opérait le plus souvent par d'autres canaux que la librairie traditionnelle. Enfin, les imprimés relevant du 3e groupe, les éphémères, n'étaient pas destinés à être vendus et n'adoptent pas nécessairement la forme du codex. Ils constituent ce que d'aucuns désignent volontiers comme des travaux de ville, c'est-à-dire des documents à vocation ciblée dont la validité est limitée dans le temps, tels les papiers à en-tête, les étiquettes, les affiches, les billets, les formulaires, les invitations, les faire-part ou encore les lettres circulaires. Comme je l'ai évoqué précédemment, la représentativité d'un corpus est problématique par le fait même des lacunes inhérentes à la documentation disponible. En 1998, l'historien français Albert Labarre avait rappelé dans une réflexion générale sur l'imprimerie provinciale dans le nord du Royaume de France, et je le cite, « le lourd coefficient de perte qui entrave l'étude de la production imprimée de province. Et ce qui subsiste n'est pas toujours bien connu. Il faut espérer que les bibliothèques ont recensé leurs fonds, même s'il subsiste, ici ou là, des recueils mal dépouillés. Mais il reste des découvertes à faire dans les dépôts d'archives, départementales ou municipales. Beaucoup de liasses y contiennent, mêlées aux documents manuscrits, des pièces difficiles à repérer et souvent rares. Si on peut les considérer comme des documents d'archives, le fait qu'elles aient été imprimées manifeste une volonté de publication et de diffusion, ce qui leur donne une autre dimension. » Fin de citation. Le constat posé par l'historien français relativement aux occasionnels et aux éphémères traduit avec justesse la situation à laquelle j'ai été confronté. La réunion dans des convolutes, ou si vous préférez, des recueils factices thématiques, a facilité la préservation de beaucoup d'entre eux, leur reliure ayant agi plutôt, tel un bouclier contre l'annihilation. C'est le cas de recueils de placards et ordonnances, transformés en véritables registres in folio à l'initiative des institutions publiques d'Ancien Régime ou de juristes soucieux de faciliter le recours à une documentation législative volante et dispersée. La bibliothèque de Mons en conserve des collections très importantes, en particulier les placards et ordonnances édités par le Conseil souverain de Hainaut, les États de Hainaut et le magistrat de la ville de Mons. J'y ai découvert beaucoup d'unicats. Ainsi, pour ne citer que 179 placards et ordonnances du magistrat conservés à Mons ne sont connus qu'en un seul exemplaire conservé ici, à la bibliothèque de l'Université de Mons. Il convient d'y ajouter 85 occurrences connues par ailleurs et totalisant donc, ensemble, 264 occurrences pour 346 exemplaires, rien que pour les placards et ordonnances du magistrat de la ville de Mons.
on y trouve aussi dans cette collection des états d'impression successifs, traduisant une certaine urgence dans l'exécution des commandes ou des modifications survenues en cours d'impression. Vous voyez par exemple ici 2 éditions d'une même ordonnance. Celle-ci est la plus ancienne, imprimée en placard. Et vous voyez d'ailleurs que l'ordre de publication, donc la publication, c'est-à-dire que le moment solennel où l'ordonnance est rendue effective par sa proclamation, eh bien la date n'est pas encore indiquée sur la version imprimée, ce qui signifie que l'imprimeur Léopold Varret a reçu le manuscrit de cette ordonnance du magistrat avant que cette ordonnance ne soit publiée, c'est-à-dire rendue publique. Il existe comme ça des exemples dans la documentation conservée ici à Mons, mais aussi en dehors de Mons, où on a 2 émissions du même tirage. Un avec un blanc pour la date qui n'est pas encore connue, et un où la date a été complétée par l'imprimeur. Tout simplement parce qu'au moment où l'impression était en cours, la proclamation a eu lieu et l'imprimeur a donc corrigé sa forme. Ici, vous avez une autre édition du même texte, mais en cahier, ce qui était quand même plus facile à manipuler que le placard qui parfois, un des plus longs que j'ai rencontré, mesure, sans mentir, 3 ou 4 mètres de long de mémoire. C'est quelque chose d'extraordinairement long. Et donc vous voyez ici dans cette 2e édition, la date de publication, le 25 mars 1766, est bien connue et complétée et même imprimée au titre qui n'apparaît pas ici. L'ordonnance commence directement, le texte, on va directement à l'essentiel, alors qu'ici, l'imprimeur a construit au-dessus du texte une page de titre particulière. 2e exemple, on voit ici cet amendement de Charles de Lorraine relatif à l'édit du 15 septembre 1753 sur les mains mortes, où on a une modification de l'adresse bibliographique. Donc là, ce sont 2 éditions différentes, mais successives. Quand on regarde très attentivement la structure du texte, on voit que le texte a été recomposé, mais de manière très professionnelle, ce qui fait que d'un premier abord, on a l'impression que c'est la même chose. Mais quand on a l'œil attentif, par exemple, il suffit de regarder la signature ici, qui n'est pas au même endroit, et alors l'adresse. Parce que quand Mathieu Wilmet imprime le premier tirage, il se signale comme imprimeur de Sa Majesté impériale et royale sur la Grande Place de Mons. Mais entre-temps, Anne-Charlotte de Lorraine est arrivée. Et donc, comme c'était son bibliothécaire attitré et son imprimeur, eh bien cette mention apparaît dorénavant dans l'adresse bibliographique, où on a Mathieu Wilmet, imprimeur de Sa Majesté impériale et royale et de Son Altesse royale, Madame la Princesse de Lorraine sur la Grande Place. Donc toujours, lorsque l'on a une édition sous les yeux et que l'on croit avoir déjà vu, la regarder avec attention parce qu'on est peut-être face à un mirage. Il y a une autre édition, une autre émission. Bref, c'est une attention de chaque instant. D'où l'importance aussi de ne pas dédaigner de consulter 2 fois le même exemplaire, parce que dans les faits, ce n'est peut-être pas 2 fois le même exemplaire. Alors, si tous ces éléments permettent déjà de saisir les intérêts de la collection pour le chercheur, la collection de Mons pour le chercheur, il l'est d'autant plus quand on s'arrête sur la nature des mentions manuscrites que l'on y croise. En effet, à côté des indications se référant à la publication du texte, il en est d'autres laissées par les imprimeurs eux-mêmes. Elles apportent des détails inédits sur leur relation avec leurs clients, le tirage et les dates de livraison. 57 ordonnances éditées par le magistrat de la ville de Mons en présentent 57. Ces exemplaires devaient certainement avoir été placés en tête de la pile du tirage remis aux autorités communales. Elles éclairent certes partiellement, mais adéquatement, les comptabilités générales déposées aux archives de l'État à Mons. Les factures, reprenant le détail des livraisons et des commandes, n'ayant pas été conservées, à l'instar de celles éditées pour le Conseil souverain de Hainaut. Et donc vous voyez ici, dans l'exemple à l'écran, une ordonnance du 28 juillet 1735 concernant la fraude sur les bières, où vous avez ici, en marge, une mention manuscrite de l'imprimeur qui est Michel Varret, où il signale
que le 29 juillet 1735. Donc ça c'est intéressant aussi parce que l'ordonnance date du 28 juillet 1735. Ça veut dire que l'impression s'est faite en 24 heures. Il a livré 200 pareils exemplaires au magistrat. Donc on a le tirage. En tout cas le tirage commandé par le magistrat de la ville de Mons. Je ne vous dis pas quand j'ai découvert ça, j'étais aux anges, parce qu'évidemment, ce genre d'information, c'était pratiquement inespéré de la découvrir dans une collection d'imprimés. Mais revenons à la bibliothèque centrale. 4 jeux d'épreuves fournis par Léopold Varret sont également présents dans la collection. Ils sont facilement repérables par l'usage d'un papier plus épais destiné à cet effet, à l'ancrage moins soigné et aux corrections manuscrites qui s'y distinguent parfois. Dans un des 4 cas recensés, ces 4 cas d'épreuve, l'épreuve est en outre le dernier témoin matériel connu d'un tirage dont il ne subsiste absolument rien. Ici, vous avez une des 4 épreuves conservées. Mais je souhaite aussi vous dire quelques mots d'une autre épreuve conservée à Mons et qui est très éclairante. Elle reprend le règlement de l'impératrice Marie-Thérèse pour les étainiers de Mons du 27 novembre 1758. Il a été imprimé chez Henri Bottin en 1760, ce qui ne doit pas nous surprendre car son éditeur n'est pas le magistrat de la ville de Mons, mais la corporation des étainiers elle-même. Le texte à imprimer avait été préalablement approuvé par le conseiller fiscal de Zomberg, sur base d'une version manuscrite non retrouvée, comme le suggère la mention imprimée « Bon à imprimer Zomberg vidit » que vous voyez ici. Voilà. L'épreuve a été corrigée à la main et approuvé à son tour par Antoine-Ferdinand Simon Leroy, alors greffier de police de la ville de Mons, donc chargé de la censure des textes au nom du magistrat de la ville jusqu'en 1768. Donc vous avez ici cette mention du censeur Leroy, où il est mentionné « Permis d'imprimer », fait par le bureau des magistrats à Mons ce 21 janvier 1760. Il est intéressant aussi de constater que certains caractères ont été mal positionnés sur l'épreuve au moment de la composition, laissant apparaître le cran du caractère. Cette erreur est reproduite à de nombreuses reprises dans cette composition pour le caractère X majuscule, dans la numérotation en chiffres romains des articles. Oui, j'ai agrandi ça ici, où là normalement vous avez le chiffre 39, mais là vous avez le caractère, on le voit bien ici, le caractère qui est mal placé sur la réglure, et donc vous avez le cran du caractère qui apparaît et qui est imprimé en fait au lieu d'imprimer le caractère X. Et là donc vous avez normalement XXXI pour le 1 qui lui est bien positionné et X qui est mal positionné. Et à partir d'un certain moment de la composition, c'est pratiquement systématique. Tous les X majuscules sont mal mis. Et donc on voit également ici voilà, d'autres interventions qui ont été faites sur l'épreuve à destination de l'imprimeur qui pourra alors corriger sa copie et lancer le tirage concrètement. Alors de nombreux autres recueils factices sont conservés à la bibliothèque de Mons et certains ont même été regroupés en séries dédiées telles, et j'aime beaucoup ce mot, les fugitives ou les mélanges. Le chercheur y découvre une multitude de pièces de circonstances imprimées à l'occasion du décès d'un souverain, de festivités ou d'événements locaux, des exercices publics organisés au collège, mais aussi des catalogues de vente, d'assortiments, de librairies ou de ventes publiques dont l'intérêt pour l'histoire culturelle, économique et sociale n'est plus à démontrer. Vous avez ici à l'écran 3 exemples, notamment un éphémère ici rédigé par O'Kelly, qui était un membre de la cour d'Anne-Charlotte de Lorraine. Vous avez ici un texte rédigé par Beugnit au début du règne de Joseph II, et là, le catalogue imprimé chez Marie-Joseph Wilmet de la vente d'une partie des livres des couvents supprimés par Joseph II. Toutes
ceci considéré, pourrait donner une mauvaise impression, parce qu'en fait, toutes les pièces de circonstances n'ont pas connu une fin aussi heureuse, et des catégories entières ont été détruites par des circonstances extérieures, telles le bombardement des archives de l'État à Mons, ou par les erreurs de jugement et les difficultés de percevoir l'intérêt majeur de ces documents pour notre compréhension de l'histoire. Pour illustrer cela, je ne citerai simplement la réflexion du commis qui avait dressé l'inventaire de succession du greffier de la confrérie montoise de Saint-Adrien en 1767. Il y évoquait des factums et autres documents juridiques qu'il avait trouvés dans, et je cite, « un portefeuille de parchemin avec quelques vieux plaquets présentés aux dames du chapitre de Sainte-Vaudrue et aux magistrats avec un règlement de la confrérie et je souligne, plusieurs papiers inutiles. » Fin de citation. Cet exercice délicat, consistant à juger de l'utilité d'une information surannée et périmée sans considérer son potentiel historique, a condamné un nombre incalculable de pièces. C'est le cas notamment des thèses de théologie, dont aucune trace matérielle n'est, semble-t-il, parvenue jusqu'à nous. Le phénomène est plus frappant encore à propos des éphémères, qui, une fois leur valeur administrative éteinte, étaient jetés sans vergogne. Or, ces imprimés particuliers participaient fortement à la survie économique de certains ateliers typographiques, en ce sens où les commandes représentaient des sources de revenus immédiates. Les reliquats que je suis parvenu à identifier, et dont la représentativité n'atteint qu'une infime proportion d'un panorama dont l'ampleur reste insoupçonnable, sont souvent le fruit du hasard. Au cours de mes pérégrinations, j'en ai croisé dans des endroits aussi insolites que fortuits, sauvés grâce au détournement de leur fonction initiale. En voici quelques-uns à la Bibliothèque centrale de Mons. En consultant un manuscrit relatant la prise de Mons par les Français en 1746, pendant la guerre de succession d'Autriche, j'y ai découvert avec joie un feuillet imprimé chez Jean-Baptiste Joseph Varret, reprenant les conditions de la capitulation de la ville, signé le 11 juillet 1746. Vous voyez à gauche la première page du manuscrit et à droite la première et la dernière page du document imprimé par Varret. Cette initiative, due au typographe lui-même, lui avait valu des ennuis, car n'ayant pas pris la peine de consulter au préalable le magistrat et en obtenir son autorisation, il avait reçu une réprimande. Plus révélateur encore est cette partie supérieure d'une affichette publicitaire annonçant la représentation d'un opéra comique de Giovanni Cifolli en janvier 1779, elle aussi imprimée sur la presse de Jean-Baptiste Joseph Varret. L'attribution du labeur à cet atelier est déduite d'un recoupement d'indices obtenu grâce à l'analyse matérielle. Parmi ces indices, je retiendrai une pratique d'atelier peu commune et facilement identifiable. Voilà. Qui consistait à utiliser l'apostrophe inversée aux titres principaux de ses compositions. Donc vous le voyez ici, l'apostrophe inversée, qui est quand même une pratique très peu commune et qui se retrouve dans cet extrait, qui cumulé avec toute une série d'autres indices, le papier, les polices de caractère, etc., que j'ai mis en commun pour confirmer que ce morceau d'affichette est bien imprimé par Jean-Baptiste Joseph Varret. Alors, le tract que vous voyez donc ici a été réutilisé en tant que feuille de brouillon. Que l'on voit ici, c'est l'autre côté. Et cette feuille de brouillon, en fait, reprend une généalogie. Il est aujourd'hui conservé dans une liasse contenant d'ailleurs d'autres pièces manuscrites de ce genre. Lorsque j'ai dépouillé les dossiers généalogiques, j'étais à la recherche d'informations pertinentes destinées à reconstruire les réseaux familiaux des maîtres imprimeurs. Ça n'a pas été très fructueux, de ce point de vue-là du moins. Mais grâce à cela, j'ai identifié un autre type de document rarement conservé, à savoir les généalogies imprimées. Celle dont il est ici question, et que vous voyez à l'écran, se trouve dans un dossier d'archives intitulé « Généalogie bourgeoise de Mons » et reprend le crayon généalogique ascendant de Marie-Thérèse Caroline Cécile de Herma, chanoinesse à Nivelles, imprimé chez Marie-Joseph Wilmet,
vraisemblablement au début des années 1780. Je mentionnerai encore la récupération de billets obsolètes émis par l'ordre du magistrat de Mons pour acquitter la perception d'impôts imprimés chez Léopold Varret et réutilisés pour renforcer le brochage d'un exemplaire de la dévotion à Saint-Donat Martyr tiré des presses d'Henri-Joseph Oyois en 1776. Donc vous voyez ici la première et la troisième, je crois, de couverture du brochage de cette édition, de cet exemplaire-là, conservé à la bibliothèque de Mons, avec un éphémère dont il n'existe aucun autre exemplaire retrouvé à ce jour, en tout cas. Alors je citerai aussi les étiquettes imprimées par les libraires, imprimeurs, libraires, on trouve les trois, pour promouvoir leur établissement par le biais des ouvrages d'assortiment disponibles dans leurs boutiques. Celles-ci ne sont pas aisées à repérer, car elles peuvent apparaître dans un large panel de publications et ne se révèlent qu'après de longs dépouillements élargis à un corpus étendu au-delà des seules impressions de Mons. Je mentionnerai enfin un cas vraiment particulier concernant l'impression d'unica conçue comme telle dès l'origine. Ceux que j'ai retrouvés ne sont pas nombreux et se résument en fait à 2 cas seulement. Les contextes ayant prévalu à leur commande sont résolument identiques. Un particulier ou une institution a commandé une page de titre imprimée, tirée à un seul exemplaire pour être placée en tête de manuscrits jugés importants. L'exemplaire de la bibliothèque de Mons que vous voyez ici contient 2 pages in-folio imprimées chez Mathieu Wilmet en 1746, placées chacune en tête d'un des 2 volumes de jurisprudence de l'avocat Deleuze, copiés par François Desmarais. Mais passons maintenant aux livres proprement dit, car on n'a pas encore parlé des livres. Tous n'ont pas bénéficié d'une situation plus enviable que les pièces de circonstance et les éphémères. En effet, leur statut au moment de leur production a largement conditionné leur destinée. Ainsi, un ouvrage cher et étiqueté comme précieux dès sa parution a été davantage traité avec soin par ses propriétaires successifs. Cette tendance apparaît nettement en focalisant notre attention sur les imprimés repris dans les sections monographies et pièces de circonstance de mon catalogue. En effet, seuls 4% environ est conservé et à plus de 10 exemplaires à travers le monde. Vous voyez repris ici à l'écran le top 3 des ouvrages les plus conservés à travers le monde. Le premier, c'est le Dictionnaire de la médecine des lois, 54 exemplaires. Le deuxième, l'histoire de la ville de Mons de Boussu, 51 exemplaires. Je parle toujours ici de collection publique, bien entendu. Le troisième, c'est encore une œuvre des lois, l'examen de la question médico-politique à l'usage habituel du café, pour savoir donc s'il était dangereux ou avantageux. Un ouvrage très intéressant, par ailleurs, conservé à 32 exemplaires. Alors, je peux continuer, parce que j'ai été jusqu'à 11 exemplaires conservés. Je vous les donne à la volée, c'est toujours intéressant à avoir à l'esprit. Les institutions du droit coutumier, qui a été vendu par souscription de Boulet par Oyois en 1780, on en conserve 23 exemplaires. L'histoire de la ville de Saint-Guilain de Boussu, 19. Le pour et le contre, les spectacles de l'abbé Mann, 1782 chez Beny, 17 exemplaires. Les chartes et coutumes du chef-lieu de Mons, différentes émissions, etc. Parce que là, il y a quand même pas mal d'états et d'émissions différentes. On en compte 15. L'histoire de la ville de Hâte de Boussu, 14. La confrérie de la Très Sainte Trinité des Rédemptions des Captifs, publiée chez Beny en 81, 14 aussi. Les chartes et coutumes du chef-lieu de la ville de Mons, 13. La pratique du retrait de Cognot, publiée chez Wilmet en 1744, 11. Et Héros et Léandre de Moutonnet-Clerfond, publié chez Oyois en 75, 11. Et 11 aussi pour les charte du 8 avril 1483, publiée en 78 chez Oyois. Et donc le dictionnaire de la médecine des lois, le plus volumineux et le plus onéreux de tous les livres tirés sur les presses montoises au XVIIIe siècle, est le mieux représenté avec 54 exemplaires. Ce qui correspond à 4,9% du tirage total.
2 sont présents dans les collections de la bibliothèque de Mons. Ils ont la particularité d'être tirés sur 2 papiers différents, dont l'un constitue un tirage de luxe. Le papier le plus épais provient de la papeterie de Dirk et Cornelis Blow aux Provinces-Unies, comme le confirment les filigranes clairement visibles sur les différentes pages. L'autre, en papier plus fin, ne présente malheureusement aucun filigrane. Le dictionnaire est suivi de près par l'histoire de la ville de Mons de Boussu, qui pourtant coûtait à l'époque 10 escalins, ce qui correspond à 7 livres de Hainaut en 1725, ce qui est, croyez-moi, une fortune. Et ne rendait pas cet ouvrage accessible à toutes les bourses. Et la bibliothèque de Mons en conserve 4 exemplaires. Et donc les livres les plus rares et les moins accessibles à l'époque de leur parution sont devenus aujourd'hui les plus communs et les plus aisés à consulter. En revanche, ceux destinés à un usage quotidien, comme les manuels de dévotion ou les grammaires scolaires, au tirage initial pourtant très élevé, au prix de vente plus abordable et aux rééditions fréquentes, ont subi le chemin inverse. Une fois ces pages détériorées et salies par des manipulations répétées, ils étaient remplacés sans regret ni ménagement au profit d'une nouvelle édition. Les pertes en la matière ne sont pas anodines, bien que difficilement mesurables. De nombreuses références ne sont plus connues, dans le meilleur des cas, que par le truchement de mentions secondaires éparpillées dans les archives ou d'anciennes bibliographies. Sur base de mes recensions, j'ai ainsi pu estimer que 29,72% sont totalement absents des inventaires des institutions publiques interrogées à travers le monde. Et 28,79% sont connus uniquement par un seul et unique exemplaire. L'absence de recul et les décisions précipitées entérinées pendant des périodes de grands bouleversements ont parfois accéléré le processus. Ainsi, après la suppression des abbayes et des maisons religieuses énuyères suite à l'annexion des Pays-Bas autrichiens par la République française, Philibert Delmotte, le premier bibliothécaire de l'école centrale du département de Jemappes, avait été confronté à l'épineux dossier de la gestion d'environ 33 000 manuscrits imprimés qui avaient été extraits de ces institutions religieuses. Malheureusement, la ligne de conduite retenue n'avait pas été celle de la pérennisation exhaustive, mais bien d'opérer une sélection reposant sur des critères influencés par les enjeux, les réalités et les préjugés d'une société républicaine révolutionnaire. Le 30 octobre 1798, le vendémiaire de l'an 7 si vous préférez, il écrivait à Nicolas François de Neufchâteau, ministre de l'Intérieur, qu'il n'avait trouvé dans les collections abbatiales, énuyères, je cite, qu'une masse de livres de théologie polémique, ascétique, paranétique, des bibles, des glossateurs, des pères, de philosophie scolastique, d'anciens commentateurs de droit romain et de droit canon, des traités de médecine tombés en discrédit, quelques auteurs grecs et latins, des calepins et quelques dictionnaires grecs, plus d'histoire ecclésiastique que civile, peu de littérature et de mathématiques, moins encore d'histoire naturelle, de dessin, peu de bonnes éditions, point de chimie moderne, de physique expérimentale, ni de philosophie analytique, beaucoup de reliures tombent en ruine par vétusté, beaucoup d'exemplaires imparfaits, ou des volumes dépareillés. Et là je souligne, les 7/8 de cet ensemble ne forment qu'un rebut digne d'aller au pilon. La messe était dite. Les documents d'archives permettant de reconstituer l'ampleur et la diversité du matériel employé dans les ateliers typographiques montois n'existent plus. Seules quelques bribes éparses restent accessibles par le biais d'anciens articles publiés pour l'essentiel au tout début du XXe siècle. Néanmoins, des informations pertinentes, même si elles n'atteindront jamais le degré de précision transmis par les inventaires, peuvent être déduites grâce à l'analyse et à l'étude des impressions elles-mêmes. Chaque caractère typographique, chaque ornement a laissé une empreinte sur les feuilles imprimées. Le relevé systématique de ces traces à travers un large corpus éclaire le rapport du maître imprimeur à son matériel et permet de comprendre un pan de sa stratégie éditoriale. Est-il nécessaire de souligner que rares sont les ateliers d'imprimerie ayant existé dans la Belgique d'Ancien Régime, à l'exception des Plantins Moretus à Anvers, pour lesquels du mobilier d'atelier a survécu jusqu'à nous. Le cas montois fait partie des exceptions, grâce, encore une fois, à la sagacité du chanoine Edmond Puissant. En effet,
son intérêt pour l'ornementation des livres et le savoir-faire des artistes du passé qu'il souhaitait raviver l'avait encouragé à acquérir une collection de bois gravés anciens, dont quelques-uns proviennent effectivement d'ateliers montois intéressant mes recherches. Il forme une collection de 7 vignettes, 4 bandeaux et 12 lettrines, autrefois utilisées dans les ateliers de Jean-Nicolas, Michel et Léopold Varret, Mathieu et Marie-Joseph Wilmet et la veuve d'Henri Bottin. Avant de les dévoiler sur l'écran, je vous propose d'expliciter la méthode que j'ai adoptée à travers l'exemple concret de l'atelier Wilmet, pour lequel le nombre de bois le plus important est conservé dans la collection du chanoine puissant. Au moment de la liquidation des officines respectives des frères Gilles Albert et Jacques Havart, au tournant des années 1720 et 1730, leurs équipements ont été acquis par l'arpenteur juré de la ville de Mons, Jacques-Joseph Plomb, père de Pierre-Jean-Joseph Plomb, fondateur de la dynastie d'imprimeurs dont le nom subsiste toujours aujourd'hui au sein du consortium Vivendi, d'une part, et Mathieu Wilmet, d'autre part. Dès le début de ses activités de typographe en 1729, Mathieu Wilmet avait mis ses presses au service du Conseil souverain de Hainaut, après le décès de Jean-Nicolas Varret. Cependant, ses premiers tirages ne semblaient pas avoir reçu l'adhésion de ses commanditaires, et pour cause. Il véhicule un caractère archaïque accentué par l'utilisation d'un certain modèle fort usé, d'une aigle bicéphale et des lettrines quasiment centenaires. Vous voyez dans les illustrations qui sont ici à l'écran, ce qui est pratiquement la seule impression connue après 1725 de Jacques Havart avec cet ancien aigle bicéphale, qui est passé dans les collections de Mathieu Wilmet, où vous avez ici une impression de Mathieu Wilmet du début des années 30, voilà 1731, où il utilise aussi une ancienne lettrine. Voilà une vue agrandie de cet ornement. Et alors regardez ici, encore plus évident, vous avez là ces anciennes lettrines qui remontent au plus tôt à la première moitié du XVIIe siècle. Donc vous voyez, là, on n'est pas du tout dans une optique de modernité. Et pourtant, le Conseil souverain de Hainaut, on peut comprendre, n'a pas été fort satisfait parce qu'il était familier depuis 1726 des élégants bois de Jean-Nicolas Varret, qui étaient similaires au modèle employé depuis 1719, les voici, au moins chez Eugène-Henri Frix, imprimeur du roi installé à Bruxelles. Wilmet devait réagir rapidement s'il ne voulait pas perdre la clientèle du Conseil souverain. Et il avait donc investi dans l'achat d'une version actualisée de l'emblème des Habsbourg, soit auprès d'un artisan bruxellois dédié, soit auprès d'un graveur particulièrement doué. Dans la foulée, entre 1731 et 1744, il avait renouvelé son panel de vignettes en se pliant à la mode des compositions florales, des étendards, des animaux, colombes, écureuils, aigles, tout en s'offrant 2 marques typographiques personnalisées, inspirées des modèles précédemment en usage chez Gilles Albert Havart. Vous pouvez en voir plusieurs exemples ici. Vous avez là, je vais en parler dans un instant, un nouveau modèle d'écusson qui a été réalisé après 1749, je vais y revenir. Voilà un modèle de lettrine, nouveau modèle. Puis ici, différents types de vignettes. Voilà une vignette florale, la vignette à l'écureuil et une des 2 marques typographiques des Wilmet, qui seront d'ailleurs reprises pour tous ces ornements et la marque par sa fille Marie-Joseph Wilmet, qui avait la chance d'avoir les mêmes initiales que son père. Alors, cette modernisation généralisée de ces outils est la seule, ici dans les années 40 et 30, qui l'ait soutenue en plus de 40 ans de carrière. Ceci ne l'a toutefois pas empêché de passer ça et là des commandes circonstanciées,
Les événements politiques qui se sont succédés pendant les années 40, à savoir la guerre de succession d'Autriche et l'occupation des Pays-Bas autrichiens par les troupes du roi de France Louis XV, l'ont poussé à investir en 1743, date à laquelle il avait récupéré la confiance du Conseil souverain de Hainaut à la suite du décès de Michel Varret et une période de déchéance provisoire, dans l'achat d'un bois aux armes de Marie-Thérèse en tant que reine de Hongrie et de Bohême. Vous le voyez ici à gauche. 2 ans plus tard, en 1745, et vous le voyez à droite, il n'avait pas hésité à se procurer anticipativement celle de France. Après le retour des Autrichiens à Mons en 1949, il avait pris soin de rechercher les nouvelles armoiries à l'aigle bicéphale que vous avez vu précédemment, présentant un dessin revu de la couronne royale, un écu actualisé et la disparition du collier de l'ordre de la Toison d'Or. Ces investissements ne sont pas sans lien avec les évolutions des pratiques de mise en page des placards et ordonnances adoptés dans l'atelier de Frix à Bruxelles. Mathieu Wilmet avait essayé de s'en inspirer, voire de les reproduire aussi fidèlement que possible. Le recours à la lettrine historiée C, que vous voyez en haut à gauche, de grande dimension pour ouvrir l'incipit de son édition de l'ordonnance générale de Charles VI relative au port d'armes en 1734, en était un des moyens. Elle appartenait à un alphabet historié, thématique, à la gloire des souverains habsbourgeois, tant espagnols qu'autrichiens, dont Frix se servait dès avant 1698. Toutefois, contrairement à Frix, Wilmet ne possédait pas la lettre M, l'empêchant de suivre exactement son modèle de référence quand l'impératrice Marie-Thérèse est arrivée sur la scène politique. Il avait provisoirement, et c'est ce que vous voyez ici. Donc il avait provisoirement contourné le problème au moyen d'un passe-partout à décor floral que vous avez vu précédemment, entourant un cartouche couronné qu'il avait commandé dans les années 30. Et entre-temps, il avait confié son C à un graveur pour qu'il recycle ce C en M. La transformation était, comme vous le voyez, un échec esthétique, et malgré une seconde intervention tout aussi inefficace, l'empreinte du C restait non seulement omniprésente, mais le décor mutilé accusait dorénavant un déséquilibre saisissant. Finalement, entre 1766 et 1770, c'est les 2 vignettes que vous voyez tout en dessous, il s'était décidé à se procurer 2 lettrines historiées M, issues d'une autre série royale à l'exécution moins fine, mais au rendu nettement plus heureux. Parallèlement, Mathieu Wilmet n'avait pas dédaigné illustrer ses publications moins officielles de bandeaux et de vignettes proposant une combinaison au style discordant et en présentant donc des personnages mythologiques et des animaux fantastiques qui évoluent dans un univers de rinceaux renaissant, en passant par des scènes religieuses, des anges baroques et des vases débordant de fleurs ou de fruits toujours appréciés sous les règnes de Philippe V d'Anjou et de Charles VI. Il est vrai qu'en acquérant le matériel de Jean Havart, Wilmet était devenu le dépositaire d'une partie de l'héritage de cette ancienne dynastie éteinte et dont il s'était servi. Le matériel de Mathieu Wilmet est ensuite passé aux mains de sa fille, Marie-Joseph, seule représentante de la gente féminine à avoir accédé à la maîtrise dans l'art d'imprimer aux Pays-Bas autrichiens. Mais regardons maintenant les bois d'un peu plus près. Le reliquat, certes peu représentatif des ensembles réellement disponibles dans les différents ateliers, n'offre pas une vision aussi large et nuancée que celle obtenue grâce aux impressions elles-mêmes. Mais il constitue un témoignage rare, permettant de visualiser l'outil dans toute sa matérialité. Voici, à l'écran, le panel conservé relativement donc à Mathieu Wilmet, à savoir 5 vignettes et un bandeau, et surtout 11 lettres de l'alphabet qu'il acquiert dans les années 1740 et dont je viens de vous parler. La lettre C est particulièrement intéressante, car fréquemment utilisée, il est possible de suivre par l'analyse des empreintes laissées la chronologie des dégradations du bois sur près de 40 ans. Elles sont dues essentiellement, dans ce cas précis, au travail glouton d'insectes xylophages qui s'en étaient régalés à l'époque même de leur utilisation au XVIIIe siècle.
Vous le voyez ici, vous avez la première utilisation connue, référencée en 1744, où le bois est pratiquement impeccable, sauf 2 petites aspérités que l'on voit ici en 9 et en 10. 40 ans plus tard, en 1785, le bois est très endommagé. Donc on a des manques dans les cadres, c'est difficile à voir, mais on a des trous, on a des brisures qui se reprennent et qui se retrouvent exactement sur le bois d'aujourd'hui. Donc les dégradations que l'on voit sur le bois aujourd'hui ne sont pas récentes, elles datent déjà d'au moins 1785. Donc ça c'est aussi rassurant parce qu'il n'y a pas de problème de conservation à la bibliothèque. Alors, j'aurais pu évidemment aborder ce soir bien d'autres aspects pour lesquels les collections de la Bibliothèque centrale de l'Université de Mons m'ont été d'un grand secours dans la compréhension des ateliers typographiques montois au XVIIIe siècle. Mais il me fallait opérer un choix d'autant plus difficile que l'ampleur des témoignages conservés ici est grande. Le patrimoine écrit et imprimé de la Bibliothèque centrale de l'Université de Mons est vraiment extraordinaire et s'est révélé une aubaine pour le chercheur que je suis. Découvrir, au fur et à mesure de mes dépouillements, une affichette déchirée, un livret dépareillé, un tirage perdu ou une étiquette oubliée était un ravissement. Car chaque nouvel élément venait combler une lacune dans un puzzle très morcelé. Les préjugés sur la valeur patrimoniale d'un document, qui ne répond pas à des critères établis de contenu ou d'ordre bibliophilique, ont la vie dure. Mais cela n'efface en rien le trésor fabuleux qu'il constitue pour la recherche scientifique. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci pour cet exposé extrêmement riche et presque aussi riche alors que notre bibliothèque et nos fonds. On a souvent entendu parler du fonds puissant et vraiment c'est vraiment, ça fait très plaisir à entendre tout ce que vous avez pu trouver dans le fond, donc surtout le fonds puissant et le fond des manuscrits anciens, hein, c'est surtout ça que je retiens. Mais l'intérêt de votre exposé est aussi de voir ce que, grâce à tous ces documents, ce qu'on peut reconstituer de la vie des imprimeurs. Donc, les personnes des imprimeurs sont aussi au centre de votre recherche. Ça lui donne un côté très très humain. Bon, alors je ne sais pas, peut-être je peux donner la parole à la salle. Il y a certainement des gens qui auront des questions à poser parce que tout ce que vous avez dit suscite énormément de questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent prendre la parole. Je vais me déplacer. Merci, voilà. Moi, je posais une question de Béotien. Vous avez vraiment étudié la présence des imprimeurs à Mons, mais qu'en est-il des autres villes? Dans le sens, est-ce que la présence d'imprimeurs dans une ville est quelque chose d'exceptionnel ou de tout à fait standard à cette époque-là? Quid de Mons par rapport à Binche ou par rapport à Tournai? Est-ce qu'il y a des raisons qui font que dans une ville, il y a autant d'imprimeurs, autant de dynasties? Est-ce que c'est exceptionnel, en fait, ou pas? Alors vous posez là une question complexe en fait, et je pourrais prendre des heures, je pense, pour pouvoir y donner une réponse satisfaisante et argumentée. Non, il n'y avait pas d'imprimerie qu'à Mons, bien entendu. Oui, il y a eu d'autres ateliers d'imprimerie ailleurs dans l'ancien Hainaut, et notamment à Ath, où l'imprimerie s'est installée au début du XVIIe siècle, mais en connaissant, contrairement à Mons, pas mal d'interruptions. Et à l'époque où Pierre-Jean-Joseph Plon s'installe, donc en 1742, si je ne m'abuse, à Ath, il n'est pas le seul. Il y en a un autre qui était déjà présent sur place et qui s'occupait essentiellement là de travaux de ville. Mais il faut dire aussi que quand on voit la réalisation de cet autre imprimeur, Plon n'avait vraiment pas de quoi rougir parce que c'était de très exécrable qualité.
Tournai, je ne l'ai pas considéré parce que ce n'est pas en Hainaut. Donc moi, je suis vraiment dans le Hainaut d'Ancien Régime. Donc là, oui, il y a l'imprimerie, mais c'est le Tournaisis. Tournai-Tournaisis forme une autre entité administrative. Et le Hainaut français non plus, parce que lui entre évidemment au XVIIIe siècle sous la législation française, qui, elle, était, contrairement à la législation autrichienne, beaucoup plus restrictive. C'est vrai que depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle, les lois Louis XIVe de Louis XIV, voilà, c'est plus facile, ont eu tendance à réduire dans les villes de province en France le nombre d'ateliers typographiques et de limiter leur présence à une liste de quotas. Par exemple, à Valenciennes, à l'époque que j'ai étudiée pour l'imprimerie à Mons, il y a un seul atelier d'imprimeur autorisé. C'est pareil à Maubeuge, où il y a un seul atelier d'imprimeur autorisé. Alors que Valenciennes et Mons, d'un point de vue population, d'un point de vue organisation, d'un point de vue présence d'institutions juridiques, communales, sont comparables. À Mons, on a eu, au plus fort de la présence d'ateliers typographiques, jusqu'à 7 ateliers qui travaillaient concomitamment. C'était vraiment une législation qui autorisait, pour autant que le candidat imprimeur arrive à passer les différentes étapes avant d'obtenir sa maîtrise d'imprimeur qui, en fait, lui permettait de s'installer à titre particulier dans une ville quelle qu'elle soit. On aurait très bien pu penser qu'il y ait eu à un moment donné 20 imprimeurs à Mons. Rien ne l'interdisait, je veux dire, d'un point de vue législatif. Alors le problème de l'imprimerie dans les provinces belgiques, parce que je ne vais pas utiliser le mot Belgique pour éviter toute confusion, dans les provinces belgiques au XVIIIe siècle, c'est que pratiquement tout reste encore à faire. Donc il y a des articles qui ciblent certains aspects de l'imprimerie au XVIIIe siècle dans les Pays-Bas autrichiens, mais une étude plus large qui considère l'ensemble d'une ville d'un point de vue de ses imprimeurs et des stratégies des différents ateliers qu'elle renferme, c'est quelque chose qui est encore à construire. On en trouve des exemples ciblés pour le XVIIe siècle, pour le XVIe siècle surtout aussi. Je pense notamment aux travaux de Renaud Adam qui s'est fort impliqué pour le XVIe siècle. Je pense aux travaux de Stein van Rossem pour le XVIIe siècle et pour Leverkusen à Anvers. Mais pour le XVIIIe siècle, ce qui existe, sauf pour Mons maintenant, est vieilli et mérite véritablement d'être repensé à la lumière de l'avancée, je vais dire, au niveau de l'archéologie du livre, mais aussi au niveau de la connaissance du livre en général. Je veux dire, depuis le XIXe siècle, il y a quand même eu des travaux fondamentaux, majeurs, comme Henri Jean Martin en France, par exemple, qui ont complètement repensé la manière dont on conçoit, dont on pense, dont on voit l'imprimerie d'Ancien Régime aujourd'hui. Et donc, oui, il y a de nombreuses villes dans les Pays-Bas autrichiens qui ont accueilli un ou plusieurs ateliers d'imprimerie. Mons était l'objet de ma recherche, et donc c'est vraiment sur eux que j'ai voulu développer les choses. Mais c'est vrai qu'à très nombreux moments, je me suis senti un peu seul et un peu démuni dans la comparaison, parce que je n'avais pas d'équivalent pour me dire, tiens, à Gand, qui est une ville relativement similaire, ou à Malines, est-ce que je retrouve des points communs par rapport à Mons ou pas? Qu'en est-il pour Namur? Qu'en est-il pour Arlon? Qu'en est-il pour Luxembourg, qui à l'époque faisait partie des Pays-Bas autrichiens? Je veux dire, ce sont toutes des questions qui ouvrent un large champ, qui est encore en jachère, de la recherche en histoire du livre dans les Pays-Bas autrichiens. Donc là, c'est peut-être même une invitation que je fais pour que ces recherches ne soient pas dédaignées. Elles apportent beaucoup dans la compréhension que l'on a de la société en général, je veux dire de la structure d'une société, de ses concepts, de ses normes, mais aussi de la manière de penser l'imprimerie, qui est non seulement par le livre, par l'imprimé, un moyen de véhiculer une information, un texte, mais qui est aussi une entreprise commerciale. Parce qu'un imprimeur, c'est quand même quelqu'un qui investit des capitaux et qui s'attend
à avoir un retour en investissement de ces capitaux. Et d'ailleurs, l'histoire de Mons le prouve, surtout à partir des années 80, il y a eu plusieurs faillites retentissantes d'imprimeurs libraires montois qui ont mal observé, mal mesuré le marché de leur temps et qui se sont lancés dans des initiatives qui finalement auraient peut-être fonctionné à Paris, auraient peut-être fonctionné à Bruxelles, mais ne pouvaient pas fonctionner à Mons. Donc, je me suis peut-être un peu égaré dans la réponse à votre question, mais j'espère avoir donné là une... Voilà. Oui, moi je voudrais savoir s'il y a moyen d'avoir des informations complémentaires à propos de la censure. Donc vous avez parlé des 2 censeurs en exercice, et donc est-ce que dans les publications qui sont passées entre vos mains et par très nombreuses, est-ce que vous avez observé des cas où il y a eu des interventions de ces 2 censeurs, et en fait voilà, donc dans quel cadre pouvait-il agir et quel exemple a-t-on d'action concrète de ces censeurs par rapport à des publications? Oui. Alors l'histoire de la censure à Mons est passionnante. Elle est passionnante et aussi très complexe. C'est quelque chose effectivement que j'ai abordé en détail, et je pourrais d'ailleurs revenir faire une conférence, je pense, de 2 heures rien que sur ça, tellement le phénomène est complexe. Alors c'est vrai que ici aujourd'hui, ce soir, j'en ai moins parlé. J'ai vraiment ciblé le propos sur ce que j'avais découvert à la Bibliothèque centrale, d'où l'allusion notamment via le manuscrit de Gilles-Joseph de Boussu, parce que la plus grande partie des informations sur la censure, je l'ai trouvée ailleurs, et notamment aux archives de l'État à Mons. Mais dans les imprimés, c'est vrai qu'on trouve... la plupart du temps, mais pas toujours, et ce pas toujours s'explique de manière objective et rationnelle, l'impression, c'était d'ailleurs une obligation légale par l'ordonnance de 1729, qui imposait que tout livre imprimé passe préalablement par la censure. Pareil pour les rééditions, il y avait quand même des systèmes qui permettaient d'accélérer un peu la procédure, parce que c'est une procédure qui était contraignante, aussi bien pour un auteur que pour un imprimeur. Mais il faut dire aussi qu'il y a tout un système stratégique qui ont été employés par les imprimeurs, notamment lorsqu'ils rééditaient un texte français, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Eh bien, ils allaient, notamment Oiwa était un spécialiste en la matière, il republiait un texte imprimé à Paris. Donc il en donnait une contrefaçon, mais contrefaçon dans le sens 18e siècle, c'est-à-dire son impression montoise, qui était tout à fait légale, pour autant qu'elle n'intègre pas le marché soumis à un privilège ou à un monopole étranger. Et donc il avait trouvé le subterfuge de mettre à son adresse à ce moment-là à Paris et se vend à Mons chez Henri Oiwa. Et donc, il faisait passer son impression comme une édition parisienne dont il n'était finalement que le diffuseur et se vend à Mons chez Henri Oiwa. Alors que l'analyse concrète du matériel, de l'impression par la bibliographie matérielle prouve à 100% que c'est bien un ouvrage tiré sur ces presses. Donc ça, c'est un des aspects. Et puis, il y a l'aspect où le livre passe effectivement par la censure. Et à Mons, c'était très complexe parce que cette censure a vraiment évolué entre le début de la période que j'ai abordée, 1725, et la fin. Parce que donc jusqu'en 1768, il y a donc 3 censeurs officiels à Mons. Ceux qui sont repris dans l'ordonnance de 1729, c'est-à-dire le conseiller fiscal de Hainaut, qui était attaché au conseil souverain de Hainaut, et le censeur ecclésiastique, en l'occurrence le doyen de chrétienté de Mons. Ce qui se passe, c'est que le magistrat de la ville de Mons, depuis des temps immémoriaux, des formulations que l'on aime beaucoup quand il faut justifier un avantage,
s'est occupé de censure. Et donc cela a créé, surtout à partir d'un certain moment dans l'histoire, mais je ne vais pas entrer dans le détail, sinon je vais vous en parler pendant 3 heures dès maintenant, des tensions entre le conseiller fiscal et le magistrat, qui avaient intrinsèquement les mêmes compétences. Alors, le cas de Mons est encore plus problématique parce que, si vous voulez, le problème de Mons, par rapport à la censure, c'est que le Conseil souverain y siège, et donc l'avocat fiscal y habite. Et l'avocat fiscal, en fait, est censeur dans la juridiction où il siège. En gros, donc, Mons. Il y a eu, à un moment donné, au XVIIIe siècle, la volonté du gouvernement d'ajouter à l'avocat fiscal un censeur royal, qui, lui, devait avoir une vision sur la censure dans l'ensemble d'une juridiction. Donc ça aurait été l'ensemble du comté de Hainaut. Mais ici, le fait que, hormis cette petite parenthèse à hâte, l'imprimerie était centralisée et focalisée sur Mons, ça allait créer des problèmes supplémentaires, ce qui fait que ce projet, fort heureusement, n'a pas été concrétisé, n'a pas été lancé, et on en est resté avec 3 censeurs, jusqu'en 1768, où le gouvernement, suite aux différents rapports que faisait le conseiller avocat fiscal, se rend compte du problème, se rend compte que finalement, il y avait aussi un problème d'accointance avec le pouvoir religieux, où on accusait le magistrat d'être copain-copain avec le doyen de chrétienté de Mons, alors que l'avocat fiscal, lui, devait être finalement plus détaché des affaires de religion. Et donc, on accusait le magistrat de suivre l'avis du censeur ecclésiastique plutôt que l'avis du censeur civil. Ce qui fait qu'en 1768, un arrêt arrive et en décembre, on interdit aux magistrats de Mons d'exercer une quelconque fonction liée à la censure des livres. Mais tout ça, je pourrais vous l'expliquer avec les hauts et les bas et toutes les nuances. Pour répondre à votre sous-question, qui consistait à demander si j'avais trouvé d'autres manuscrits avec des ratures et des mentions de censure, et la réponse est oui. Elles sont rares, mais elles existent. Et le cas le plus intéressant, parce que les archives sont extrêmement complètes et permettent de suivre l'évolution de l'impression de l'histoire de l'école dominicale en 1748 et des différents catéchismes qui étaient liés à cela, depuis le début du projet jusqu'à la fin du projet. Et aux archives de l'État à Mons, il y a les différents états de manuscrits, dont un qui est largement censuré par l'avocat fiscal, avec jusque la relation des contacts qui ont existé entre les intendants de l'école dominicale, le censeur, le magistrat, les remises. On a vraiment là une sorte d'îlot sacré où, quand on voit parfois le vide auquel on est confronté pour étudier une problématique qui concerne donc le Hainaut, eh bien là, je me suis retrouvé avec un dossier où j'avais tout. J'avais absolument tout. Donc évidemment, j'en ai profité pour en faire un détail très complet dans ma synthèse finale. Je suis un peu brouillon, je m'en rends bien compte, parce que j'essaie de vous faire passer un maximum d'informations en très peu de temps. Et donc, peut-être un jour, je donnerai une conférence sur la censure et là, on aura l'occasion d'en parler de manière plus détaillée et plus posée. Même l'impression que, enfin, si on voit la réputation des imprimeurs bruxellois ou si on pense à Étienne Dolé à Paris au XVIe siècle, à Mons, il n'y a quand même rien de licencieux ni de subversif dans ce qui est imprimé. Ou bien, est-ce que c'est une impression fausse ? Ça dépend de ce qu'on appelle licencieux. Est-ce que licencieux veut dire pornographique, apolitique, ou est-ce que ça veut dire en marge de la loi? Parce qu'alors, si on est en marge de la loi, oui, il y a des choses qui se sont passées à Mons, où on est vraiment à la limite de la loi, notamment à Mons et se vend à Paris et se vend ailleurs. On a également à Mons, j'en ai repéré grâce à l'étude matérielle, 2 ou 3 cas, 2 ou 3 cas, où on a vraiment, on a vraiment
beaucoup de publications qui sont imprimées sans ou sous fausse adresse. Et qui parfois d'ailleurs avaient été par le passé mal attribuées à un mauvais atelier. Ou d'autres éditions qui n'étaient pas du tout attribuées à un atelier montois, qui l'est maintenant, grâce justement à cette démarche archéologique dans le livre. Il y a eu pas mal de publications aussi, notamment à l'époque de la suppression des couvents sous Joseph II. Donc là, il y a eu pas mal de petits pamphlets, de petits trucs piquants qui ont été rédigés par des Montois, publiés à Mons, mais sous fausse adresse, ou sous aucune adresse du tout d'ailleurs. Mais on ne peut pas dire qu'on aura un portier des Chartreux ou ce genre de choses imprimées à Mons, ou alors je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai pas retrouvé d'exemplaire et donc c'est très difficile de dire pourquoi ce document a fait l'objet d'une mention dans les archives judiciaires de Mons qui, entre parenthèses, n'existe plus. Et donc c'est vraiment dans une liste que j'ai retrouvée en introduction, dans l'introduction de Roussel, qui date de 1858, où il a référencé notamment tous les procès qui ont été tenus devant les greffes de police de Mons, dont les archives n'existent plus, où on sait qu'il y a eu quelque chose. Alors parfois aussi, on sait qu'il y a eu un livre qui a été condamné au bûcher, mais littéralement, c'est-à-dire qu'il y avait là un grand spectacle, on mettait le bûcher sur la grande place de Mons et on mettait le feu. Donc en fait, au lieu de brûler un être humain, on brûlait le méfait, qui résultait justement d'une impression, d'une diffusion d'un imprimé. C'est beaucoup plus présent dans la documentation que j'ai pu rassembler par rapport à la diffusion, en fait, au commerce de librairies d'assortiment, où là, il y a eu pas mal de choses, notamment à l'époque de Marie-Élisabeth, dans les années 30, où on était encore sensible à la querelle janséniste, hein, c'était la fin, mais il y a eu encore pas mal de choses, notamment avec Paris et des choses comme ça, mais ça s'arrête véritablement après la mort de Marie-Élisabeth et l'arrivée de Charles de Lorraine. Bien sûr, vous l'aurez compris aussi, je résume les choses, parce que si on veut aller dans le détail, il y a des nuances à apporter, mais en gros, c'était un peu la situation que j'ai rencontrée. Je pense qu'il me reste à vous remercier et à vous inviter, après avoir tant parlé, à boire un verre de l'amitié. Merci encore.